Bien, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à ces rencontres organisées par la médiathèque du Centre culturel Tjibaou. Alors ce soir, on va faire un petit peu de promotion interne, si je puis dire, ou du copinage. Nous avons le plaisir de recevoir deux agents de l'ADCK, donc l'Agence de développement de la culture kanak, et plus précisément du département recherche et patrimoine qui s'occupe de la collecte du patrimoine oral depuis maintenant une quinzaine d'années. Donc vous avez devant vous Emmanuel Tjibaou, qui est à la fois le responsable de ce département et, comme vous le savez, le directeur du centre culturel, et Yvon Kona. L'un et l'autre sont originaires de Yingen et de Kanala, les régions qui seront traitées ce soir. Alors peut-être un petit mot sur le travail qui est réalisé par le département en question depuis maintenant quelques années sur le terrain. Des collectes de toutes sortes concernant les généalogies, les techniques, les chants, les danses. Toutes ces choses étant bien entendu collectées en accord avec les conseils d'air, selon des principes de communicabilité qui sont établis dès le départ, en accord avec les personnes concernées, et ensuite versées à la médiathèque pour que justement ces choses-là soient consultables, y compris par Internet de chez vous. Vous avez évidemment la possibilité, pour peu que vous soyez locuteur, de découvrir ces merveilles. Et puis, pour les non-locuteurs, certains pans sont repris dans les rapports annuels. Il y a également eu un travail de toponymie important qui a été mené en province sud. Je vous laisserai découvrir tout ça au gré de vos recherches sur le catalogue de la médiathèque, sur adck.nc. Catalogue sur lequel d'ailleurs vous aurez tout loisir d'écouter la conférence, puisque la conférence de ce soir est évidemment enregistrée. Elle sera disponible dès la semaine prochaine en audio sur notre site, rubrique rencontre de la médiathèque, avec maintenant près de 200 conférences depuis quelques années qu'elles sont organisées. La conférence est également filmée, comme vous pouvez le voir, par la chaîne Calédonia et à une date que nous ne connaissons pas pour l'instant. Elle fera l'objet d'une diffusion à la fois sur leur antenne et sur leur chaîne YouTube. Dernière petite chose, vous avez peut-être vu devant la salle CCA pardon, quelques documents qui justement peuvent correspondre au rapport qu'on a précédemment évoqué, ou des documents sur la coutume. Alors il y en a pour tout niveau, de la découverte la plus basique jusqu'à des travaux universitaires assez pointus. Tous ces documents sont consultables ici au centre culturel, plus précisément à la médiathèque, du mardi au dimanche, de 9h à 17h. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre aussi pour ce type de recherche. Voilà, je vais laisser la parole à Yvon et Emmanuel. Vous aurez tout à l'heure le loisir de poser toutes les questions possibles. On sera de part et d'autre de la salle avec des micros, donc essayez de lever la main et de vous signaler pour qu'on puisse vous l'entendre et que votre question soit enregistrée. Merci à vous. Un dernier mot peut-être sur les photos que vous voyez défiler devant vous. Il s'agit des photos de Sébastien Lebègue que vous avez peut-être rencontré lors de l'exposition sur la coutume kanak, qui date, je dirais, entre 1 an et demi et 2 ans. Et voilà, 2 ans. Et ce sont des éléments qui feront bientôt l'objet d'un ouvrage en coédition entre l'ADCK et Au Vent des Îles. Voilà, merci de votre attention et à tout à l'heure pour les débats. Bonsoir tout le monde. D'abord, voilà. Une première parole, c'est vous remercier de votre présence ici. C'est toujours difficile de prendre la parole devant une assistance aussi nombreuse. Et donc, si dans les propos que l'on va tenir, on va blesser ou on va gêner certains d'entre nous, il faut pas nous en vouloir. Ça fait partie de notre travail. Je pense que on l'a dit dans la présentation. Les choses que l'on va présenter aujourd'hui, elles sont le fruit des travaux qui a été mené au sein du département et puis
qui est aussi le fruit d'une réflexion d'hommes. Donc, par définition, c'est imparfait. Mais au moins, c'est des tentatives que l'on... Enfin, un petit peu des bouteilles à la mer que l'on lance. Et puis, ce soir, on est content parce que la bouteille, elle a trouvé peut-être des gens qui sont venus ramener, qui ont envie de savoir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, merci à vous d'être là ce soir. Merci. C'est, je pense, aussi témoigner de l'intérêt que l'on en apporte à la chose de la coutume et puis aussi de ce questionnement autour de l'identité. Donc, on a voulu introduire par ces photographies-là. Donc voilà, nous, on va commencer le propos de ce soir-là. Ce qu'on a voulu présenter, je relis l'intitulé, c'est « Aux racines de la coutume, le geste de bonjour, uremeno » dans les langues Nemi, Fouaï, Pidgé, de Yengue de Moufonda, en Khanatu de Kanala. Le point de départ de cette conférence, c'est d'abord préciser ce pourquoi on a intitulé « Geste de bonjour aux racines de la coutume ». Le propos, il est organisé autour de la Grande Terre, même si je pense que nos compatriotes des îles Loyauté pourront compléter ou rajouter des éléments dans la partie qui va être durant le débat. Donc le travail s'inscrit dans celui des missions de la DCK, rechercher Agence de développement de la culture kanak, promouvoir le patrimoine culturel kanak, susciter l'émergence de pratiques et de références culturelles communes à la Nouvelle-Calédonie, être un pôle de rayonnement et d'échanges internationaux. Nous, à l'intérieur de ces missions d'ordre plus général, on met en œuvre directement des programmes de recherche sur la collecte des savoirs traditionnels. Et donc, un des aspects qui est rattaché à cette collecte, c'est d'organiser, une fois qu'on a collecté ces savoirs, ces savoir-faire, ces rituels, des séquences de restitution auprès du public, auprès des institutionnels, mais également, je pense aussi, pour une grande partie, les scolaires. Donc notre choix, de cette thématique, il a été décidé du fait que depuis près de 4-5 ans où on organise ces phases de restitution, on est de plus en plus sollicité pour produire des documents, au moins produire des contenus sur ces savoir-faire, mais qui sont spécifiques et puis en même temps du particulier d'aller au général. Donc ça s'adresse à un public qui est non seulement un public de connaisseurs, un public, on va dire, de Kanak, mais également de plus en plus, de petits métis, mais de petits Calédoniens, de petits Javanais, des enfants de notre pays. Et donc, du coup, c'était une manière pour nous d'aborder un des éléments qui participent de la compréhension de notre société, qui va être celui de la coutume. Et un des éléments qui nous est reporté dans les discussions, dans les échanges, dans les écoles ou avec les partenaires institutionnels, c'est qu'il y a très peu d'éléments de vulgarisation qui sont mis à disposition de tous. Et si l'on veut tenter de comprendre ou essayer d'aborder les éléments peut-être plus pragmatiques qui sont rattachés à l'organisation de la coutume ou comment on fait la coutume ou qu'est-ce que ça veut dire, c'est toujours assez, comment on va dire, complexe à expliquer. Et donc c'est un petit peu l'objet de cette conférence qui va être pour nous d'indiquer à partir de 2 éléments, 2 zones définies, on a dit tout à l'heure, le pays Yehen chez moi et puis le pays Khanatu chez Yvon. Donc à partir de ces éléments, on va poser un cadre général sur le geste de bonjour et puis expliquer pourquoi on a voulu aborder cette question de la coutume
en ayant comme porte d'entrée le geste là de Uremeno. On dit, enfin voilà, dans le langage calédonien, il faut faire un geste de faire la coutume, faire le bonjour. Donc on dit Uremeno chez moi, on dit Moufonda chez Yvon. Et la suite, ça va être pour nous d'expliquer de quelle manière, au travers du rituel, qu'est-ce qui est décliné, les types de représentations. Et trop souvent, on va dire de manière simpliste, ou si vous allez à l'office du tourisme, on va vous dire amenez 500 francs et puis une étoffe, et puis vous dites bonjour. Voilà, donc ça c'est la forme la plus synthétique, mais donc le propos de ce soir, c'est d'essayer de partir de cet élément qui est un élément de base que l'on pourrait expliquer à chacun d'entre nous aujourd'hui, et puis d'aller un peu plus sur la profondeur en expliquant le rituel, les techniques, ce qui est dit dans le discours, ce qui est donné, et puis pourquoi on le fait en fait. Donc il y a 3 aspects aussi qu'on va aborder. Comment le geste comme porte d'entrée sur les différents temps de la coutume. Le deuxième, on va décrire le rite en lui-même et les représentations autour de cette rencontre. Et puis la place de ce geste dans le processus de construction identitaire. Donc construction identitaire ou reconstruction. Donc c'est une notion aussi qui est perfectible, c'est une notion qu'il faut certainement à un moment donné définir. Et donc je pense que le propos de ce soir, c'est essayer de donner un peu plus de contenu sur ce processus dynamique. Pourquoi aussi du fait que la place de la coutume, elle prend une place que l'on voit apparaître dans le quotidien, qui n'est plus rattaché à une performance qui se fait, qu'on voudrait simplifier en disant ça se passe qu'à la tribu. Non, tout le monde a plus ou moins connaissance ou a déjà eu à faire face à ce type de situation où on rencontre un vieux qui dans nos institutions ou dans nos rendez-vous ou à l'école ou au magasin, et on voit apparaître cette manifestation-là de faire le bonjour. Alors comment on se place ? En tant que Kanak, peut-être, il y en a déjà des codes que l'on nous a transmis, mais quand on est quelqu'un qui ne maîtrise pas du tout les enjeux de ce qui va être dit au moment où c'est fait, c'est peut-être plus complexe à aborder comme question. Et donc c'est aussi une manière pour nous de jeter des pistes de ce qui est notre propos lorsqu'on intervient dans les écoles, sur les stratégies que l'on a mis en place pour expliquer ce qu'on entend par coutume. Il y a 2 zones, Uremeno et Yengen en langue Némi, sur l'aire Haute-Mawab, donc Haute-Mawab de Yengen jusqu'à Belep sur la côte est, et puis à partir de Bako, Unjo jusqu'à Poum, Koumak sur la côte ouest. Ce qu'il faut dire sur cette notion-là, c'est que Uremeno, la signification, c'est qu'on dit en Némi, c'est la manière dont ça décrit un morceau de trajet. Il y a 2 mots, Uremeno. Vous avez vu sur le H-U-R-E-M-E-N-O, un bout de voyage, un bout de parcours. Le concept qui est rattaché à ce terme chez nous, c'est l'idée que chacun d'entre nous, on circule sur des espaces donnés, et à un moment précis, on est obligé de s'arrêter parce qu'on demande du café, on demande une cigarette, on s'arrête, et puis on voit une jolie case, on a envie de prendre une photo, il faut faire un geste. Et donc la signification que l'on donne à ce geste, c'est de justement inscrire la place de l'individu dans un processus qui est celui de se mouvoir, de se déplacer sur la Grande Terre et les îles, et puis qu'à un moment donné, on s'arrête pour se saluer, se dire bonjour. Donc dans les 4 langues qui sont parlées sur Yengen, Djawe, Némi, Pidgé et puis Fouaï, on retrouve ce même terme.
sur la côte est. On peut pousser jusqu'à Pueblo, dans les langues Yahweh. Et lorsque l'on descend sur la côte est, on va retrouver aussi en Païti ce terme, on dit Ouleplein. Ça signifie aussi un bout de voyage, un bout de parcours. Et à chaque fois, rattaché à cette idée de circuler, de mouvement, il n'y a pas de limite. À chaque fois, on se construit, mais l'idée qu'il y a dans le pays Yéhen, quand on parle de s'arrêter pour se dire bonjour, c'est que on construit sa connaissance. Le moment où on s'arrête, c'est le moment où on construit son expérimentation, son rapport à l'autre, son rapport au monde. Et on construit aussi sa culture. Et donc quand on traduit dans la langue, chez nous, on dit Hunhan, Hunmonei. Hunhan, c'est pareil. Si je devais traduire civilisation, culture ou manière d'être, je regrouperais chez nous dans le même terme, qui serait cette idée-là de Han, c'est aller de manière transversale. Ce qui voudrait dire que pour construire un apprentissage, pour construire une connaissance, pour construire sa culture, on est obligé de se déplacer et puis de s'arrêter pour pouvoir entendre une autre parole, une autre langue, une autre version. Donc il y a deux termes qui vont avec ce uremeno, là, ce geste de bonjour. C'est le moment où je m'arrête, je rencontre quelqu'un, je dis une parole pour demander l'hospitalité. Et puis à partir de ce moment-là où il y a la rencontre, je construis ce processus je capitalise ce processus de agrandir ma culture, quoi. Donc le deuxième terme, il y a Hunhan, la manière d'avancer, et puis Hunmon, la manière de rester. Donc c'est un peu paradoxal parce que on dit culture, quand on définit ce concept-là, c'est un concept qui est déterminé à un moment donné, mais qui se construit justement parce qu'il évolue. Donc il y a deux manières. Il y a quelque chose que l'on capitalise et puis qu'on redéploie par la suite parce qu'il arrive un moment où peut-être j'ai besoin oui, les besoins qui se font sentir, ils sont nouveaux, je suis obligé d'aller chercher une réponse au-delà de la montagne, au-delà de la rivière. Donc, Hunhan et Hunmon, la manière d'avancer et la manière de rester à un endroit. Tout ça pour dire aussi que ça c'est traduit dans ce geste de bonjour. Yvon va présenter après sur le Mumfonda, comment ça se traduit chez lui à Kanala. J'ai mis ici Uremeno Mumfonda, geste porte d'entrée de la coutume. Parce que c'est expliqué pourquoi on l'a inscrit comme première marche, si on veut dire, dans la connaissance de l'autre, parce que c'est le moment où il va naître à nos yeux. Si on veut, lorsque l'on circule sur un espace qui est étranger à Yengen, les gens ils nous voient pas. Enfin, si ils nous voient, mais parce qu'on circule, on est des individus physiques qui vont se mouvoir dans un espace, mais on n'a aucune prise. On va dire entre guillemets, on est sauvage, quoi. Il n'y a pas de prise sur nous. Et puis le moment où on va faire ce geste de bonjour, c'est véritablement là qu'on va être rendu visible aux yeux de ceux qui sont les gens de là-bas. Donc c'est pour ça qu'on dit que ça s'inscrit dans cette naissance-là, cette idée de naissance. Naissance qui est renouvelée à chaque fois parce que à chaque fois que je dis bonjour, je suis obligé de dire qui je suis. Mais ce que j'étais hier, ce ne sera pas ce que je serai demain. Donc cette identité, elle se construit aussi au fil de ces expérimentations-là, de ce rapport à mon propre mouvement dans un espace et puis aussi au rapport à la pluie qui tombe, le rapport à je rencontre des touristes ou je rencontre des amis, je rencontre quelqu'un qui a crevé une roue, etc. C'est un petit peu cette idée-là de rendre visible à un moment donné quelque chose qui
qui n'est pas inscrit dans le rapport, les rapports sociaux, quoi. Donc c'est pour ça qu'on dit, on dit que le moment où on se dit bonjour, c'est le moment où on va être visible aux yeux des autres, aux yeux des vivants, parce que on va parler, on va échanger des dons, et puis on va faire ce geste sur un espace déterminé. Et c'est aussi le rappel de ce qui est notre condition d'homme, hein, puisque on dit que quand je parle de gestes de bonjour comme naissance renouvelée, ça rappelle aussi le fait de la naissance originelle, quoi. Où quand je dis bonjour, je produis un énoncé, je produis un discours qui va construire le monde. Et quand je viens à la vie, je crie. C'est par ça, cet échange de souffle qui vient de mon corps, qui est produit vers l'extérieur, que je suis viable, en fait, j'affiche mon existence en tant qu'individu. Donc c'est un rappel de cette condition d'homme. Parce que depuis ce premier geste-là où je produis ce discours-là, on rappelle aussi ce souffle-là, ce souffle qui est le souffle de vie. Et on construit cette connaissance, on va capitaliser parce qu'on va se dire bonjour et puis après on va s'inscrire dans le temps qui est celui de cette connaissance. Il y a 3 phases là que j'ai indiquées dans cette condition d'homme là. L'initiation, le point de départ, où on va intégrer les choses de manière passive, on ne sait pas à qui il faut s'adresser. Et puis on va nous identifier quelqu'un à qui il faut dire bonjour parce qu'on a envie de se rencontrer. La connaissance de soi, d'abord, parce que je vais faire un geste, je vais dire une parole. Et puis après la reconnaissance, parce que celui qui m'accueille, il va m'inscrire dans ce paysage qui va être celui de la relation sociale à un moment donné. Pour chercher du bois, pour tout, quoi. Pour tous les éléments de la vie, c'est le Uremeno qui nous permet d'exister. Alors il y a deux éléments aussi qu'on a voulu indiquer dans ce geste-là de Uremeno. C'est que quand on fait ce geste, c'est comme si le temps il s'arrête. Comme si le temps il s'arrête. On fait un arrêt sur image à un moment donné parce que on fait un focus sur qui je suis au moment où je donne le geste et puis ce que je viens faire. Le focus, l'arrêt sur image, il va fixer mon image à moi et puis il va fixer aussi l'image de celui qui m'accueille. Et durant cet arrêt sur image, cette brèche-là dans le quotidien, on ne fait plus rien d'autre. On ne répond pas au téléphone. Ça arrive, mais dans les coutumes, les gens ils coupent les téléphones parce que le moment de la coutume, c'est un moment où on doit se parler, où on doit se regarder, où on doit s'écouter. Et puis, c'est une rupture, quoi. Rupture aussi dans le quotidien parce que le moment où je suis debout, je fais ce geste-là, je m'arrête de travailler, je m'arrête les relations de famille, les loisirs, les ancêtres, tout ça, c'est tout ramené à un moment qui va figer en un seul instant mon identité. Et c'est aussi pour rappeler pourquoi on a choisi ce Uremeno et Mufanda là, comme point de départ de la coutume, c'est le moment où on dit qui on est. Tout le reste, il n'arrive que si on a fait ce geste, en fait. Voilà. On a dit prélude aux autres cérémonies coutumières parce que on dit que c'est la porte d'entrée.
il va poser le cadre de la relation. Et peut-être que c'est une évidence pour beaucoup, mais pour faire la coutume, il faut être deux. C'est bien de préciser. Et avant d'être deux, il faut d'abord être soi-même. Et quand on dit... C'est peut-être aussi une évidence, mais c'est d'abord savoir qui on est soi-même, parce que je rencontre quelqu'un d'autre et du coup, je suis obligé de décliner qui je suis, moi. Ça veut dire que j'ai déjà fait il y a un prérequis qui est d'abord de savoir qui je suis, moi, avant d'aller chez les autres. Parce que c'est la première parole sur laquelle le rapport il va se construire. L'identité de celui qui arrive. Donc, j'ai mis chiffre 2 et plus, parce que c'est... on s'adresse, quand on fait ce geste-là, on s'adresse à quelqu'un qui est en face de nous. Et pour tous les gestes de la coutume, c'est toujours cette paire-là qui est agrémentée d'une assemblée, d'un groupe, et puis auquel on va recouvrir sous d'autres circonstances. Hein. Si c'est des mariages, si c'est des deuils, pour les alliances, pour les conflits, pour la guerre, même pour dialoguer, pour couper du bois, je disais tout à l'heure, à chaque fois on est obligé de dire bonjour d'abord. Donc il y a aussi ce caractère-là de discriminant qui est celui que la société elle pose en disant accueilli, accueillant, étranger et puis autochtone. On dit ayengen kapuena, kawena en foin, kapuena en pidgé, et puis wanhiri, les gens qui arrivent de l'extérieur. À chaque fois, la relation dans la coutume, elle va se faire toujours sous ces deux groupes, quoi. Alors ça se traduit dans différentes langues, mais sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie, on retrouve toujours ce processus d'accueilli, accueillant. Quelqu'un qui nous fait rentrer, et puis quelqu'un qui demande à intégrer un réseau de relations. Donc à chaque fois, pour nous, ça va se décliner dans ces notions-là. Kapuyaman, l'autochtone, celui qui fait les choses, et puis Wanhiri, c'est l'entrée interdite, c'est aussi un rappel que celui qui est placé dans cette position de faire entrer l'autre, dans la coutume de bonjour, il est toujours placé vers l'intérieur, l'intérieur de la maison, si on est ici au centre culturel, on va être par exemple sur Mwaka, en bas. Si on est dans cette pièce, on va faire ici, vous allez rentrer, et moi je vais me placer du côté des accueillants, et vous des accueillis. Donc c'est un petit peu le transposer dans l'ensemble des gestes coutumiers la base sur laquelle on va construire la coutume. Après on a mis le rapport à l'autre, construire la relation, parce que c'est aussi dans l'espace. Le fait que ça se déroule toujours à l'entrée de la maison, ou ça se déroule à proximité de la porte. On peut faire le lien ici avec le terme que j'ai employé tout à l'heure pour désigner ceux qui sont accueillis, Wanhiri ou Wanhitei en pidgé, Wanhiri en foyer, en emi. Wan, c'est la bouche, mais c'est aussi l'entrée. Et quand ils arrivent, c'est qu'ils viennent d'un inconnu, ils viennent de quelque part que je ne connais pas, mais que je suis obligé de prendre en compte comme un élément qui est extrêmement, comment on va dire, valorisé. Parce que si on traduit hiri dans ma langue, c'est ce qui est interdit, c'est ce qui est sacré. C'est peut-être en français, on va dire en polynésien, on va dire tabou. Ça veut dire que celui qui arrive dans une maison, il faut toujours l'accueillir, parce qu'il vient de quelque part que l'on ne connaît pas. Et puis cet inconnu, c'est aussi ce qui nous permet de construire ma propre connaissance, et puis de construire aussi mon savoir.
Donc c'est ce que j'ai mis là dans l'entrée de la maison, le lieu où on va faire cette rencontre. Et on dit de manière symbolique que c'est à l'entrée de la maison, mais ça se fait n'importe où. Hein. Enfin, n'importe où. Non, ça ne se fait pas n'importe où. Mais je vais donner un exemple peut-être pour... en boîte de nuit, on fait la coutume aussi. Je donne un exemple très concret pour le geste de bonjour. Je trouve un cousin en boîte de nuit, ici, là, à Lens-Wattable, des citrons. Et puis il y a la musique tout. C'est les spotlights qui vont dans tous les sens. Et puis voilà, je trouve mon cousin. Et puis ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et puis je suis obligé de faire un arrêt sur image parce que je ne peux pas juste lui serrer la main et puis lui dire ça va. Non. Je sors 1000 francs et puis on fait la coutume au milieu du truc, au milieu de la boîte de nuit. Et les gens, voilà, c'est un peu la 4e dimension ou la 5e. Mais pour vous dire à quel point l'importance du lieu, elle est secondaire finalement si on part du principe que je m'inscris dans cette relation d'accueillant et parce que c'est primordial que je construise ce rapport-là à un moment donné. Qu'il pleuve, qu'il vente, on fait la coutume même quand il y a cyclone, même n'importe où. Et c'est aussi accepter à ce moment-là là, de pénétrer dans cette sphère-là qui va être celle de m'inscrire dans la relation. Là. Vous êtes ici, il y a une bulle autour de vous. Moi, je suis ici. Et le moment où je fais le geste de bonjour ou le maintenant, je perce ma bulle pour intégrer une bulle qui va nous regrouper, une sphère qui va nous englober tous les deux. Donc c'est aussi cette acceptation-là que l'on va construire dans le geste de Uremeno. C'est repris aussi dans le discours par l'image du lien que l'on tisse au moment où ce geste, c'est un lien avec un billet de 1000 francs, ça peut être un lien avec une étoffe. Mais bon, j'ai jamais vu jusqu'à présent avec des boulons ou avec des... Donc c'est quand même... il y a quand même une dimension qui est importante à prendre en compte dans la parole et le geste. Donc on va parler d'abord de la parole et puis après on va parler du geste. Donc je disais préalable aux autres cérémonies coutumières parce que formellement, les modalités, j'arrive, et avant même de dire un mot, je ne sais pas si vous avez noté, mais la communication non verbale chez nous, c'est fort. Parce que tradition orale, on entend raclement de gorge, quelqu'un qui fait du bruit pour s'annoncer avant de dire bonjour. Et cette manière-là de s'annoncer avant même de dire un mot, c'est aussi pour ne pas brusquer celui qui nous accueille. Il faut qu'il soit disposé à entendre la parole que l'on va poser au milieu de ces deux sphères-là qui vont se rencontrer à ce moment-là. Donc, il y a un geste qui est posé. Après, l'arrivant, il va parler ou il va chanter, parce qu'il y a aussi des chants qui permettent d'introduire cet échange. Et puis après, on est obligé de s'écouter. Alors ça aussi, c'est une évidence, mais c'est pas évident pour tout le monde. Enfin, c'est pas évident dans toutes les sociétés d'attendre que l'autre il a fini de parler pour répondre. Il y a des sociétés où le formalisme de se dire bonjour, il a plus cette intention-là, enfin cette intensité du moins. On est obligé d'attendre que celui qui a fini de parler pour répondre. Et puis la manière dont va se traduire le fait par la parole et puis d'intégrer cette relation, d'entrer dans une autre sphère, il va toucher le geste. On l'a vu dans les images qui ont été présentées tout à l'heure de Sébastien Lebègue, l'importance de la parole et puis du geste. Et donc ça se
Ça se traduit aussi dans nos langues par des expressions. Là, j'en ai mis une, là. Do pays hindok moi, ça veut dire tu dis, do c'est toi, pays c'est tu dis, tu parles. Hindok moi, ça veut dire tout de suite tu fais. Si je dis, je produis un énoncé et puis qu'après je le traduis pas par un geste qui va inscrire dans le monde physique cette volonté de construire un échange, c'est une parole qui n'a pas d'enracinement, quoi. Donc c'est pour ça que la parole a son importance, mais le geste là a aussi son importance. C'est aussi l'idée que dans le discours, par exemple, on fait appel lorsqu'on arrive chez quelqu'un à l'occasion des cérémonies coutumières, on parle des images, enfin on emploie beaucoup de métaphores sur les sapins, les cocotiers, les sapins désignant le côté masculin, les cocotiers désignant l'élément féminin. Mais pourquoi on fait appel à ce type de représentation? C'est que les plantes, elles sont disposées sur des espaces donnés et puis elles transposent aussi à leur niveau cette relation entre la terre, les ancêtres, nous les vivants, la partie au milieu, et puis les puissances de la nature, des esprits. C'est ce qui est aussi indiqué, je ne sais pas si vous avez fait attention au truc là, mais là, c'est très petit le point rouge, hein, mais voilà. Le bonhomme, il est ici. Et puis, le moment où on fait le geste, c'est nous les vivants. Ici, il y a les ancêtres qui sont en bas. Et puis là-haut, il y a le monde des esprits. Et quand je disais tout à l'heure, le geste de bonjour comme naissance, ça veut dire qu'à un moment donné, je passe du monde des ancêtres au monde des vivants. Et puis je capitalise cette relation ici pour avancer dans mon initiation personnelle, si on peut dire comme ça. Donc là aussi, on va transposer cette idée de verticalité. On reprend aussi dans les discours avec l'idée du poteau, de l'architecture de la case qui construit les relations. C'est un petit peu ça qui est présenté là. Sur la parole, les notions que l'on va aborder dans la parole, c'est qui je suis. Ça veut dire que, enfin, je disais tout à l'heure, la connaissance de soi, yo, en pidgin, c'est la base du rapport. Après, je dis d'où je viens. Ça veut dire je connais mon origine, je connais ma souche, ma maison, on va dire ça. C'est ce qui va m'identifier aussi dans la relation que je vais entreprendre avec celui avec qui je discute. Où je vais, ça veut dire pourquoi j'arrive chez ce type-là, pourquoi je lui dis bonjour. Ce n'est pas juste une formule de politesse, c'est aussi une manière de l'intégrer dans mon réseau. Et puis après, pourquoi l'origine, enfin la cause, quoi, Poun. Et dans les modalités pour dire la coutume à ce moment-là, le uremeno, c'est l'humilité, le respect, chimo, et puis après cette volonté de construire du lien. Donc c'est un petit peu ça que je disais tout à l'heure, et du coup ça apporte un complément sur cette notion-là d'identité. Initiation, connaissance, reconnaissance. Donc là, on est sur la phase où depuis, pour reprendre le dessin qui est ici, depuis la naissance, depuis mon premier souffle de vie, je me construis. Je construis ma personne, je construis mon discours, mes parents vont me donner un nom, et puis, mais je n'interviens pas dans la coutume, j'interviens que de manière passive. Je vais couper du bois, par exemple, si c'est les garçons. Les filles, elles vont faire les travaux
des défis. Et puis, au moment de l'adolescence, c'est le moment là où on va rendre visible ce premier geste-là. Parce que le geste de Uremeno, comme Mufanda, c'est aussi un geste que chacun d'entre nous, on est habilité à faire. Ce n'est pas une prérogative qui est donnée aux coutumiers ou aux garçons ou aux chefs de clan, c'est tout le monde. Moi, c'est le premier geste que j'ai appris à mon fils. Savoir se positionner dans cette relation, j'arrive chez quelqu'un et puis après le reste, il n'a de sens que si j'ai déjà appréhendé ce rapport-là de qui je suis, d'où je viens, où je vais, ce que je viens faire, la cause de mon arrivée et puis après les modalités qui sont ramenées à la production de ce discours-là, de cet énoncé. L'humilité et puis le respect. Donc là, naissance, donc l'individu, il avance, hein, il construit il capitalise sa connaissance par l'échange ici. Là, c'est la parole, et puis après, le geste. Les éléments que l'on va donner aujourd'hui dans ce geste-là, on a des tissus, on a du tapas, on a des t-shirts. Et peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui demandent quand ils arrivent en tribu, mais pourquoi on donne des étoffes, pourquoi on donne des t-shirts et pas d'autres choses. L'idée, c'est... Enfin, Yvon, il va l'expliquer mieux que moi. C'est l'idée d'une parure, l'idée d'une étoffe, c'est cette histoire du lien qui va être transposé juste dans cet échange d'étoffes. L'idée aussi que ceux qui se donnent ce type de choses, là, ce sont les gens civilisés, on va dire ça comme ça. Parfois, on donne du tabac et des allumettes. Moins, ça se faisait avant, maintenant ça se fait un petit peu moins. Alors je ne sais pas si c'est à cause du prix du paquet de cigarettes ou si c'est la conscience de nos coutumiers qui voilà, par rapport à la santé. Mais en tout cas, l'idée qu'il y a derrière, c'est la civilisation, le feu. Le fait de faire du feu, c'est un acte qui nous différencie, enfin, qu'on a maîtrisé, quoi. Le rappel aussi de la vie et le rappel de cette puissance-là que l'on arrive à maîtriser à un moment donné pour faire cuire les aliments. Donc là aussi, ça rappelle dans d'autres sociétés, hein, d'Afrique ou d'Océanie, cette idée-là de la nourriture cuite et la nourriture crue, et puis cette idée de faire du feu dans la case. Et ça, dans nos histoires aussi, dans nos légendes, dans nos contes, on a beaucoup cette image-là qui est reprise en disant que c'est la manière dans le fait de faire du feu, à un moment donné, c'est inscrire la place de l'individu dans un endroit habité, social, parce qu'il va faire à manger, il fait du feu dans la case parce qu'il a envie de se chauffer. Et donc, du coup, c'est aussi cette idée-là de maîtriser son environnement. La deuxième chose qu'on a mis dedans, c'est les paniers, le tressage, les choses qui sont produites par la main, enfin les produits manufacturés, parce que ça participe aussi de cette notion-là de je construis le rapport à celui qui m'accueille en lui montrant qui je suis. Je suis un homme civilisé, je lui donne une étoffe, un lien qui nous permettra d'inscrire notre relation de manière physique. Je lui donne du tabac parce que je lui dis, voilà, moi je sais faire du feu, voilà, toi aussi tu pourras partager cette part de mon humanité. Et puis l'idée aussi dans le feu, j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que quand on fait du feu, on voit la fumée. Ça aussi, c'est une évidence. Mais dans les sociétés qui sont les nôtres, le fait de faire du feu à un endroit donné, c'est déjà marquer sa présence à un endroit. Alors, ce n'est pas l'effet de brousse, hein, c'est le feu de la vie, quoi. Et, après, les dernières choses, c'est provision, igname, tarot, parce que dans cet échange-là, je vais valoriser aussi ma maîtrise du sol, de la terre, de l'eau,
des éléments de la nature, parce que je suis capable à un moment donné d'organiser l'espace pour arriver à produire des choses que je vais produire non seulement pour moi, pour ma nourriture, quoi, mais que je suis capable de produire aussi à destination de la coutume. Donc ça veut dire aussi qu'on s'inscrit dans cette démarche-là qui est de produire plus à destination d'un service potentiel que j'ai besoin ailleurs, quoi. Les modalités du geste, on est debout, on peut être aussi à genoux, on peut être, mais à chaque fois c'est cette idée cette notion d'équilibre aussi qui est installée. Moi je dis debout là-bas à Yengen, tout haut, c'est aussi un rapport avec cette dimension là de verticalité qui va transposer l'espace du sol là, ce qui est derrière aussi. L'origine, le monde des ancêtres. Nous, les vivants, on fait la coutume, c'est l'espace où on fait les échanges, et puis après, les choses que l'on ne maîtrise pas, les puissances atmosphériques, c'est en haut. Donc la station debout, elle permet, au moment où je fais le geste de bonjour, de faire ce lien-là. Une des modalités aussi, je disais tout à l'heure, c'est qu'il n'y a qu'un qui parle. Par exemple, là, si on fait la coutume, voilà, si on se met tous à parler ensemble pour dire bonjour, c'est un peu plus difficile de se faire comprendre. Donc c'est juste des réalités pratiques, mais qui ont aussi du sens parce qu'on délègue à un moment donné à un individu la capacité d'introduire le groupe. Et puis bon, voilà, sur l'humilité avec laquelle le geste il est fait, c'est quand je fais la coutume, je ne prends pas et puis je balance à la figure le geste. Je suis obligé de garder une intensité dans ce moment-là parce que je souhaite inscrire durablement dans le moment où on fait le geste, là, ce rapport-là de force que je détiens en moi, que je concède à l'autre. Voilà. Je vais juste dire ça, après c'est Yvon. C'est la dernière photo, là, c'est une photographie. Si vous allez au musée de la Nouvelle-Calédonie, je ne sais pas s'il y a des gens du musée, c'est la photographie qui représente ce geste-là. Alors je la mets ici parce que c'est une des premières fois que on a transcrit de manière un petit peu scénarisée ou de manière muséographique le geste de la coutume. Comprenez que nous on ne fait pas du cinéma, on ne fait pas du théâtre, même si parfois ça en a l'air, mais le geste de la coutume, dans la muséographie, ça a été fait en 84, lorsque il y avait était prévu un grand festival ici, le Festival des Arts, qui n'a pas pu se faire parce qu'il y a eu les événements, mais on a voulu à un moment donné inscrire la place de la coutume dans cette dimension-là de je vais expliquer à ceux qui vont venir, les habitants de la Nouvelle-Calédonie, mais aussi les habitants d'ailleurs, les autres délégations, comment qu'on fait chez nous pour se dire bonjour. Et je trouvais que ça sonnait très juste. Bon, on voit un Marlboro, on voit un paquet de gauloises et puis des étoffes. Mais c'est cette idée-là de faire du feu, l'idée de consommer aussi du tabac, j'ai oublié de préciser tout à l'heure, c'est que c'est rattaché à la bouche, c'est rattaché à la puissance du verbe, c'est rattaché aussi au fait de produire de la fumée. Et l'idée, quand on fume, mais quand on fait du feu aussi, et que quelqu'un, à destination de quelqu'un pour donner des messages, c'est aussi faire appel à une part d'affectif, l'histoire du moment où on s'est rencontrés. Je fais ce geste, et puis quand je vais fumer ma cigarette ou quand je vais me parer de ce paréo là que j'ai donné au geste de bonjour, mais je vais me souvenir du moment où on s'est rencontrés, parce que ce sera le témoignage visible de cette rencontre. Ce qui a marqué en bas sur le cartel, je vous lis, la coutume, c'est inscrit solidarité sociale. L'instant de l'échange lui-même n'est qu'un moment, et ce moment est fondamental, décisif. Il marque et fige l'événement dans le temps. Il est précédé et suivi par la mise en acte des objets contenus dans l'instant de l'échange. Dans le discours, les gestuels, les paroles par lesquelles
ils seront aussi le support symbolique des relations mises en jeu. Bon, c'est très... c'est pas simple d'expliquer la coutume. Hein. C'est pas simple. Le mieux, c'est de faire. Donc, c'est un petit peu sur ce principe-là là, que je vais céder la parole à Yvon pour qu'il nous donne un peu... J'ai précisé le cadre général et puis Yvon, il va donner des exemples concrets de comment ça se traduit, ce geste-là, le Mufanda, dans la région de Khanatu. Bonsoir tout le monde. Je vois que vous êtes nombreux. Là. La salle est comble. Vous vous êtes dit cet après-midi, c'est la raison pour laquelle vous êtes là ce soir d'ailleurs. Je vais peut-être aller à cette conférence-là parce que ça va être l'occasion d'échanger avec l'autre. Ça va être l'occasion de faire connaissance avec l'autre. Ça va être aussi peut-être l'occasion aussi de répondre à certaines questions que vous êtes posées et que vous n'avez pas trouvé les réponses. Peut-être que nous, ce soir, on va peut-être vous donner une partie de la réponse que vous attendez au sujet de cette coutume de bonjour. Merci de venir, vous avez raison d'être là, vous avez tout à fait raison de venir assister à cette conférence. Manu l'a bien expliqué en début, là, qu'on demande pardon si on va écorcher certains mots. C'est toujours un exercice assez difficile parce que d'expliquer dans une langue qui n'est pas la sienne, d'expliquer des choses, c'est pas dans ma langue maternelle. On a fait l'effort, Emmanuel a fait l'effort, moi-même je vais faire l'effort de vous expliquer dans une langue, en français, pour que tout le monde sache bien. J'aurais préféré que vous compreniez le Khanatu, comme ça, ou le Yangen, ça serait beaucoup plus mieux. Bientôt, voilà, il faut faire l'effort aussi d'apprendre la langue de Yangen puis la langue de Kanala. Les propos que je vais tenir ce soir, ça concerne une zone bien définie. Hein. Une zone bien définie. Cette zone-là étant originaire de Kanala. Kanala fait partie de l'ère culturelle, de l'ère, Khanatu. Le pays il est divisé en l'ère linguistique. Emmanuel vous a parlé de la coutume de bonjour dans l'ère Haute-Mawap. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas cette ère, ça part de Mbolopari sur la côte ouest. Ça remonte par le col Petchikara, ça descend sur Tio. Ça remonte le long du littoral jusqu'à Kanala, Kwawa. Ça rebascule par le col d'Amieux, ça descend sur Farino, La Foi, puis Saramia. Voilà, je suis originaire de Kanala. J'habite une petite tribu là, qui est à, on va dire, à une quinzaine, à une vingtaine de kilomètres du centre du village. C'est la tribu de Nanokenero. Qui fait partie de la chefferie des Karenbou, parce que la commune de Kanala elle est divisée en trois grandes chefferies. On a la chefferie centrale qui est Nomou et Mbouakea, qui regroupe le centre du village. En descendant vers le sud, on a Naketi, et en remontant vers chez nous, on a Karenbou. Alors moi, j'ai eu la chance comme c'était un peu éloigné du centre du village, j'ai eu la chance de côtoyer des vieux, des grands-pères, des grands-mères, que nous, on avait l'habitude, nous, dans le département, on avait l'habitude de les appeler les gardiens de la mémoire. Des gardiens de la mémoire, et je profite de l'occasion, parce que tout le travail qu'on a fait depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui, c'est grâce à ces personnes-là, c'est à ses grands-pères, à ses papas, à ses mamans. Et je profite de l'occasion qu'ils nous ont donnée ce soir pour les remercier. Remercier les personnes ressources, leurs clans. Et puis, en général, remercier toutes les personnes ressources que le département, avec Emmanuel, avec Floriane, qu'on a pu croiser durant toutes ces années d'enquête depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui. Depuis 2002, on a commencé les enquêtes. Aujourd'hui, on est en 2017, 15 ans. C'est un enfant qui grandit tout doucement, même si quelquefois elle trébuche, il faut lui ramener. Mais on y va, quoi, tout doucement, quoi. Là pour la partie, la partie de Kanala.
Ce geste, cette offrande-là, qu'on connaît sur la coutume de bonjour, tout le monde dit coutume de bonjour, on pourrait l'appeler également coutume d'arriver, parce qu'on arrive. Si l'on fait, si l'on fait ce geste de bonjour, il y a sûrement aussi le geste de revoir aussi. Parce que ça fonctionne en deux. Ça fonctionne dans les deux sens. Pourquoi ça fonctionne dans les deux sens? Tout simplement pour la bonne raison que lorsqu'on nous cite, nous, les noms de nos noms à nous tous qui sommes là, du moins ceux qui sont originaires de ce pays, lorsque un vieux, il déclame un discours généalogique. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un discours généalogique? C'est un vieux qui monte sur le bois et qui parle. Alors nous, on est toujours cité en deux. On n'est pas cité à un ou à trois. On est toujours cité en deux. Alors le vieux, on va dire Hot Mewap, on ne dit pas Hot, puis on dit Hot Mewap, on dit Paki Mechamoui, on dit Andio Mearo, Nome Mbouaké, et ainsi de suite. Et lorsqu'on parle aussi, quand on parle de l'igname, Emmanuel vous a bien parlé, quand on parle de l'igname, on est obligé de parler du Tao. Parce qu'on ne peut pas parler de l'un sans parler de l'autre. Et là, si on parle de coutume de bonjour, il faut également parler aussi de la coutume de partir. Parce que tu arrives pour repartir. Parce que moi, j'ai assisté, il y a peut-être certains d'entre nous, lorsqu'on arrive, on fait cette coutume de bonjour pour dire on est là, on décline notre identité, on décline qui on est, qu'est-ce qu'on vient faire, on vient d'où, où est-ce qu'on va. Mais après, on oublie, certainement, des fois, on oublie aussi. Parce que les gens qui nous ont accueillis, je vais peut-être se demander, mais où sont-ils passés? Ils sont passés où? Parce qu'on n'a pas fait cette coutume, on a oublié de faire cette coutume de revoir. Ça fonctionne dans les deux sens, on veut bien faire les choses. Quand on fait la décomposition du mot, Moufando, Emmanuel a donné l'exemple de Yingen, du Grand Nord là-haut. Nous, dans la région dont je vous ai cité, là, dans la zone que je vous ai citée, Moufando, ça veut dire quoi? Quand on décompose le mot mou, ça veut dire la fin. Ça veut dire la fin, et fondo, ça veut dire marcher. C'est la fin de la marche. Ça veut dire que si moi j'arrive avec un groupe aujourd'hui, je vais faire la coutume pour ceux qui ne sont pas encore arrivés aujourd'hui. On fait la coutume pour ceux qui sont là et pour ceux qui vont sûrement arriver cet après-midi ou demain aussi. C'est la fin de la marche qui n'est pas encore arrivée. On fait cette coutume-là, non seulement pour les vivants, mais on fait aussi pour les morts, pour les esprits. Lorsqu'on marche, les esprits, c'est quoi? Lorsqu'on marche, on a toujours l'esprit qui va avec nous, c'est l'ombre. Même dans le noir, l'ombre te suit. C'est ça que nous, on appelle l'esprit. On fait cette coutume pour les vivants, mais on fait également cette coutume pour les esprits, pour ceux qui sont partis. Parce que quand on s'adresse à ceux qui sont en face de nous, on va s'adresser entre nous les vivants, mais quelquefois, on fait appel à la protection ou à la bénédiction ou à ceux qui sont derrière, ceux qui sont partis rejoindre les pays sous-marins des morts, ceux qui sont partis, ceux qui sont morts d'ailleurs. Alors c'est très, dans la région d'où je suis originaire, c'est très, on va dire, sacré, parce que dans la langue, l'esprit c'est l'ombre, et l'ombre dans la langue ça veut dire kweni. Kweni, c'est l'ombre, quoi. C'est notre ombre à nous. Et quelquefois, lorsqu'on fait des enquêtes depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'on veut prendre des photos, lorsqu'on veut prendre une photo à un vieux grand-père ou à une vieille grand-mère, ben, ils disent que non, il ne faut pas me prendre en photo. Non, parce qu'ils ont peur. Ils ont peur parce que tu vas prendre son ombre, l'esprit, quoi. Et ça, c'est très... Des fois, mais au bout de 10 minutes ou 20 minutes de discussion, ben, ils vont finir par accepter de les prendre en photo. Mais c'est très difficile des fois de les prendre en photo parce que quand on dit on prend la photo, on prend l'ombre. Et l'ombre, c'est l'esprit, quoi. Et à partir du moment où tu prends l'ombre, où tu prends l'esprit, ben lui, le vieux qui est en face de nous, la grand-mère qui est en face de nous, il va se dire, bon, il a plus d'âme, il a plus... voilà. C'est parce que c'est la raison pour laquelle, quand on fait cette coutume-là, on s'adresse à ceux qui sont devant nous, entre nous les vivants, et on s'adresse aussi à ceux qui sont morts.
Euh, quand on fait cette coutume de bonjour, on le fait avec quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec? Lorsqu'on arrive chez quelqu'un. Aujourd'hui, on a l'habitude de faire avec ce que Emmanuel vous a montré. On le fait, nous, avec du végétal. Il y a du végétal qu'on fait avec. On fait avec ce qu'on appelle aujourd'hui le tapa. On le fait aussi avec des bouts de manou, des tissus, des biens sans francs. Et le végétal que vous voyez là, c'est la cordeline. Il est là, juste là-bas, la cordeline. Ça a un sens. Parce que bien souvent, on va attacher un bout de végétal, on va attacher la cordeline, mais il a un sens profond, le végétal. Dans l'air indien, on appelle ça point-re. Point-re, ça veut dire une goutte de larme. C'est une goutte de quelque chose, quoi. Et lorsqu'on attache ce morceau de végétal avec une monnaie, avec un manou, et que l'on offre la signification profonde de ce végétal, c'est pour dire qu'on demande pardon à la personne qui est devant nous, au groupe de personnes qui est devant nous, on demande pardon de ne pas venir lorsqu'il y a eu un décès, lorsqu'il y a eu un mort dans la famille qui est en face de nous. C'est ça la signification profonde du végétal qui est là. Point 2, ça veut dire une goutte de quelque chose, une goutte de larmes. C'est la raison pour laquelle on attache. Et pour l'attacher, on tire. Vous avez les feuilles qui montent et il y a une feuille, il y a une droite bien droite là. Et celle-là, on le tire. Pourquoi on le tire? Parce que c'est la souffrance, pour que la plante, elle souffre, pour accompagner ce qu'on dit, pour accompagner la signification profonde du... Parce qu'il va mettre du temps à repousser, il va souffrir. C'est la raison pour laquelle on a attaché la monnaie avec la signification de la cordeline. Emmanuel vous a, lorsqu'on arrive, bien entendu, on décline l'identité, on décline qui on est, parce que la personne qui est devant nous, si c'est un vieux, il connaît l'histoire aussi. Il te connaît. Et si tu n'arrives pas à décliner ton identité, ça va être embêtant pour la suite après. Alors lorsque tu pars, lorsqu'on va chez quelqu'un, et lorsque tu présentes le geste, ben, tu es en mesure de dire qui tu es, d'où est-ce que tu viens et qu'est-ce que tu viens faire. Les motifs de ta présence parmi ceux qui sont en face de toi. Ce sont les paroles que l'on dit lorsqu'on arrive chez quelqu'un. Alors il y a plusieurs manières de faire cette coutume de bonjour ou cette coutume d'arrivée. Ce soir, on le pose sur le sol. Il y a certains qui le posent sur le sol. Ou il y a d'autres qui le tiennent à la main. On tient à la main, puis on le donne, et puis l'autre qui vient pour... Et à partir du moment où la personne qui est en face de toi, il va toucher, il va prendre, ça veut dire qu'il a accepté, qu'il t'a accepté. Il faut attendre que la personne qui est en face de toi vienne pour prendre cette coutume que tu l'as offert. Et puis à partir de ce moment-là, on peut dire que bon là, on a été accepté chez l'autre. Et il va, peut-être pas tout de suite, mais après, il va répondre après. Il va répondre après pour remercier ce que tu lui as donné. Il y a toujours cet échange de... Et à partir du moment où il te remercie, là, on peut dire qu'on a scellé une alliance. Il y a une alliance qui a été scellée. Mais quand il n'y a pas d'échange, je te donne quelque chose, tu me donnes quelque chose, ben on ne peut pas appeler ça une alliance parce que tu ne m'as pas donné quelque chose, ni moi, je ne t'ai pas donné quelque chose. À partir du moment où tu me donnes quelque chose et que tu me redonnes quelque chose, à partir de là, on peut nouer l'alliance, on peut faire des nœuds. Le nœud, c'est très important chez nous. Parce que le nœud, ça, pour nous, à partir du sud jusqu'au dans le Grand Nord, là-haut,
Le nœud, c'est quelque chose de bon dans le milieu kanak, dans le monde kanak. C'est quelque chose de bon parce qu'on s'attache. On s'attache, on refait des nœuds pour se rattacher. La monnaie, c'est pour attacher. Les mouvements dont Emmanuel vous a parlé, c'est pour se rattacher. Ça, c'est très important pour nous. Mais dans le monde occidental, le nœud, c'est quelque chose, on va dire que c'est un sac de nœuds, quoi. C'est quelque chose qui est, qu'on ne s'en sort pas, quoi. Alors, il y a deux manières de voir les choses, hein. Nœud, pour nous, c'est quelque chose qui est bien, parce qu'on s'attache et on se rattache, et qu'on ne pourra pas déraciner ou qu'on ne pourra pas redétacher par la suite après. Mais de l'autre côté, le nœud, ça veut dire carrément l'inverse, quoi. C'est un sac de nœuds, c'est quelque chose qu'on ne peut pas, voilà, c'est infernal, qu'on ne peut pas s'en sortir. Je parlais de l'importance du geste de bonjour lorsque, par exemple, sur l'installation des clans, par exemple. Avant qu'on s'installe définitivement dans les tribus ou sur les terres où on est installé, on a souvent marché. Ouais. On a marché. Et au moment d'arriver chez quelqu'un, on fait le geste. On va faire ce geste de bonjour. Ou les menons dans le nord, moufondons dans la partie centre du pays. On fait ce geste, et dans les discours, lorsque le vieux il parle, il dit que la personne, elle s'est assise là. Les vieux ils vont jamais dire que la personne il s'est mis debout ici. Et pourquoi les vieux ils disent que cette personne il s'est assise là? Pour la simple et bonne raison qu'il y a quelqu'un qui était là et qui est debout avant lui. Et ça, tout le monde parle de ça. On ne dit pas que la personne elle est venue puis elle s'est mise debout là, ou elle s'est mise debout là, ou elle s'est mise debout là. Un clan ou un clan ou un clan. On dit plutôt qu'un clan il est arrivé puis il s'est assis à cet endroit-là, ou il s'est assis à cet endroit-là, ou il s'est assis à cet endroit-là. Parce qu'on a souvent marché, on a beaucoup marché. Quand on récite les généalogies, on s'aperçoit qu'un clan il se retrouve à la fois, et qui se retrouve aussi à Kanala, et qui se retrouve aussi à Wailou, parce qu'on a marché, quoi. Et au moment de s'installer définitivement là où on est installé aujourd'hui, nos anciens, ils ont fait ce geste, et celui qui était là, il se mit debout, il lui a dit, tu vas t'asseoir là, et on va te céder un bon terrain, tu vas... c'est de cette manière-là que les tribus se sont fondées, que les villages se sont fondés, que les chefferies se sont fondées, quoi. On a accepté l'autre, on accepte, Emmanuel vous a dit qu'il faut accepter, on a accepté l'autre, parce que lui il vient, mais il vient avec quelque chose que tu n'as pas aussi, toi. Tous les clans, dans les tribus, il y a un équilibre. La tribu, elle est représentée par une case avec des goulettes, avec des poteaux, et chaque poteau, c'est un clan, et chaque clan, il a une fonction. Et si moi j'étais accepté, c'est parce que tu amènes quelque chose que moi je n'ai pas. C'est peut-être quelque chose que toi tu n'as pas. Et tu arrives, et l'autre il arrive, et l'autre il arrive, et on fait la fondation de ce qu'on appelle aujourd'hui les tribus, les chefferies, quoi. Parce qu'il y a une certaine équilibre dans les tribus. Chaque clan a une fonction. Et lorsque le clan il disparaît, ou lorsque le clan il meurt, qu'est-ce que nos vieux ils ont fait? Ils ont fait le système d'adoption, tout simplement. Pour que la fonction de ce clan-là marche toujours, pour qu'il y ait un certain équilibre au sein de la tribu. Sinon, s'il n'y a pas quelqu'un pour le remplacer, ou on va retrouver devant des situations on risque de défier les lois de l'équilibre. L'équilibre, elle est comme ça, mais nous, ça va être un peu... Voilà, c'est les raisons pour lesquelles le geste de bonjour, il a son importance dans l'installation des chefferies, dans l'installation des clans, quoi. On arrive, nos grands-pères ont fait le geste, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui tel clan il est assis ici, tel clan il est assis là, tel clan. C'est le principe de l'accueillir, de l'accueillant, quoi. Emmanuel vous a développé la manière dont ça s'est fait là-haut, du côté de Ndiangen. On fait ce geste pour demander l'hospitalité. La personne qui est en face de nous, il va céder le terrain, et tu vas cultiver au moment de la prémisse, des prémices de l'igname, pour remercier le geste et pour toujours graver que, voilà, moi je suis là aujourd'hui, c'est par rapport à la personne. C'est la reconnaissance d'ailleurs. Pourquoi on reconnaît? Pourquoi on se reconnaît?
Aujourd'hui, ben, on a perdu un peu de cette notion-là, de cette notion de reconnaissance, parce qu'à partir du moment où on ne se reconnaît pas, ça va devenir la cacophonie, puis ça va devenir, c'est l'instabilité. Mais à partir du moment où tu reconnais qu'on est là aujourd'hui, qu'il y a quelqu'un qui a cédé un bon terrain pour qu'on soit là aujourd'hui, si on se reconnaît, ben, tout le reste, ça peut venir après. Enfin, je disais que c'est de cette manière-là que les clans se sont établis, que les chefferies se sont établis, que les tribus se sont établis. Il y a plusieurs manières de faire le geste de bonjour. Il ne faut pas croire qu'il n'y a qu'une seule manière. Hein. Lorsque moi, je vais vous dire à vous de venir chez moi, je vous dis de venir. Et lorsque vous venez, ce n'est pas à vous de faire la coutume de bonjour en premier. Parce que moi, je vous ai demandé de venir. C'est à la personne qui a demandé de venir qui doit faire l'accueil d'abord. Et après, toi, tu fais ta coutume de bonjour après. Mais généralement, on arrive et on fait cette coutume-là. Mais quand tu déranges quelqu'un à venir chez toi, ben, tu dois faire la démarche avant. Parce que tu as obligé l'autre à venir. Et l'autre, celle que l'on fait tous les jours, c'est quand on arrive chez quelqu'un, on n'arrive pas à un pays conquis, voilà, on arrive, ben on fait ce qu'on appelle le mot fondant, le geste de bonjour. L'autre manière de faire le geste de bonjour, et je vais vous en parler, c'est ce que moi j'ai appelé de faire une coutume en distance ici. Faire le geste de bonjour en distance. Cette manière de faire cette coutume, c'est au moment de l'union des clans, c'est au moment des mariages, par exemple. Une grande célébration d'un grand mariage. Et toute la cérémonie, elle va graviter autour de l'oncle maternel. Nous, le peuple kanak, nous tous qui sommes là, nous gravitons autour de l'oncle. L'oncle, c'est un poteau qui est debout. L'oncle maternel, c'est le frère de maman. Il est là. Et toute la cérémonie va se dérouler autour de lui. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que l'oncle maternel, il est là pendant la naissance, l'oncle maternel, il est là pendant le mariage, et c'est l'oncle maternel qui va te prendre le jour où tu vas partir du vivant pour rejoindre le pays sous-marin des morts. Et à ce moment-là, il va arriver un moment où il y aura une coutume où l'oncle maternel, il va donner, on va dire donner, mais ce n'est pas le vrai terme, quoi. Il va dire à sa nièce de partir. Il va dire à sa nièce de partir. Et ça, tout le monde le connaît ici, à partir du sud, jusqu'à dans le Grand Nord, là-haut. Et c'est à ce moment-là que l'oncle maternel va faire ce que j'appelle ici la coutume en distance. Et il y a 4 monnaies. Il n'y a pas 5, ni 6, ni 8, ni 3, ni 2, il y a 4. 4 monnaies qui est couchée qui est étalée sur le tas de vivre. Et l'oncle, il va demander l'autorisation en distance avant que sa nièce n'aille habiter du côté de là où est originaire son époux. Il va demander par l'intermédiaire des monnaies l'autorisation que sa nièce va s'installer chez lui, avant que sa nièce n'arrive là-bas. Et ça, quelquefois, nos oncles maternels, ils le font, quoi. C'est l'autre manière de faire cette coutume de bonjour, quoi. On le fait avant que la nièce, elle va arriver, sa nièce, elle va arriver dans le pays de son époux, quoi. Et les 4 monnaies, c'est quoi? Les 4 monnaies, il y a une première monnaie, c'est la monnaie que l'oncle maternel lui donne pour accompagner sa nièce. Et cette monnaie, le jour de la, si sa nièce elle va être décédée, c'est cette monnaie-là qui revient. C'est cette monnaie-là qui revient à l'oncle maternel, première monnaie. Une deuxième monnaie, c'est pour demander l'autorisation, mais à distance toujours, hein, demander l'autorisation à sa nièce de marcher sur l'allée centrale de son époux, ou du clan de son époux. Deuxième monnaie. Troisième monnaie, c'est pour demander l'autorisation de marcher dans les endroits humides. Qu'est-ce que ça veut dire, les endroits humides? Les endroits humides, c'est les champs de taro, c'est les taronnières, c'est les terrasses irriguées, voilà.
La troisième monnaie, c'est la signification de marcher dans les terrains ou dans les endroits humides. Et la quatrième monnaie, de marcher dans les endroits secs. Et c'est quoi les endroits secs? Ben, c'est tout simplement les champs d'igname. Voilà. Il y a ces quatre monnaies-là. C'est à ce moment-là que l'oncle maternel, il va faire ce que j'appelle ici la coutume. C'est une autre manière de faire. Ce n'est pas celle qu'on est en train de développer avec Emmanuel, que tu es devant moi. Moi, je suis ici, on se parle, je te donne quelque chose, tu me réponds. Mais cette façon de faire, c'est que l'oncle maternel, il prépare déjà l'assise de sa nièce dans le pays de son époux. Il y a un terme que nous, quand il y a le terme que nous, les Kanala, les gens de Kanala, ils emploient quand on dit ce geste-là, ça veut dire que c'est que l'oncle, il va dire totale, ça veut dire qu'il va dire au revoir à sa nièce, quoi. Totale, ça veut dire au revoir, ou il va. Nous, on a toujours l'habitude, mais peut-être c'est pas le mot exact, mais on dit que l'oncle maternel est Hanoumana, sa nièce. Ça veut dire il va nous donner, c'est pas un danger d'ailleurs, parce que bien souvent aujourd'hui on a un langage qui prend un peu du raccourci, on va dire on donne puis on paye. Mais j'ai envie de dire ici que la femme c'est pas de la marchandise, hein. On paye pas une femme. On a des termes qu'il faut bien, qu'il faut bien employer, parce qu'aujourd'hui on a l'habitude de dire ça, ils vont donner, ils donnent. C'est pas quelque chose qu'on donne, ça. Puis après, l'autre clan, il va payer. On ne paye pas, c'est pas un paquet de cigarettes ou une boîte de bière. Mais oui, il y a des termes qu'il faut bien employer si on veut bien faire les choses. Voilà, c'est la troisième manière de faire la coutume. Premièrement, je te fais, tu es là, tu es en face de moi, où tu arrives, je te dis de venir, je fais la coutume, et toi tu réponds. Et la troisième, c'est celle que je viens vous décrire, c'est faire cette coutume en distance qui demande l'autorisation au clan de l'époux, l'autorisation à sa nièce de s'installer avec les quatre monnaies. Pour passer, avant de rebasculer la parole à Manon, je vais vous parler de l'évolution de la coutume de bonjour aujourd'hui. Avant, les étoffes, les paquets de cigarettes, les boîtes d'allumettes, les t-shirts. Mais cette coutume de bonjour, comment ils faisaient nos grands-pères, nos grands-mères, nos arrière-grands-pères, nos arrière-grand-mères. Je ne sais pas, sur les photos, on a, lorsque des grands chefs, lorsque des grands chefs ou des grands clans se rencontrent, et ils vont faire des dons. Ils vont faire des dons avec celui qui est en face de toi. Et ils vont faire des dons avec des haches au sensoir, avec des... Parce que vous voyez la forme des haches au sensoir, enroulées dessus. Des morceaux de tapas avec des fils des fils rouges, là. Alors les fils rouges, c'est quoi? C'est des pales de roussettes tressées, ça. Avec les... voilà. Ça, ce sont des objets d'échange. Ce que nous on appelle des haches au sensoir, Nakwetan dans la langue de chez nous, de Canada. Ça, ce sont des objets d'échange. J'offre quelque chose à celui qui est en face de moi. C'est bien entendu une arme de guerre, mais quand on regarde le travail que le vieux il a fait pour faire l'outil qui est là, ben on peut supposer que c'est pas pour faire la guerre, pour que du premier coup tu portes à celui qui est en face de toi, puis tu le casses, quoi. Et ça, c'est un travail qui a demandé, on va dire, 5-6 mois, voire plus. Alors lorsqu'on voit des objets de cette manière-là, bien fait, toute la finesse avec le temps qu'ils ont mis pour faire ce genre d'objets, ben ça, ce sont des objets qu'on offre, quoi. On offre à celui qui est en face de nous. Il y avait ça, il y avait la monnaie, il y avait la cordeline, avec toutes les explications qui suivent derrière, que je vous ai expliquées là. Après, lorsqu'on aura les manous après,
hein, ben on va rattacher, on va mettre avec qui a déjà ce qu'on avait, et on va mettre, c'est une manière de faire participer aussi l'autre dans nos coutumes à nous. On va mettre les paquets de cigarettes, on va mettre les manous, mais c'est aussi une manière de... Enfin, j'ai envie de dire ici qu'on a été contraints, quoi. On a été contraints de mettre nos choses à côté parce qu'il y a tout l'apport du monde extérieur qui est arrivé, quoi. Et on a été contraints, on a été forcés, on a été obligés de mettre en retrait ce qui nous appartenait. Et on n'a pas totalement mis en retrait, mais on a pris les deux choses en même temps, quoi. On a pris les deux choses en même temps jusqu'à aujourd'hui, quoi. C'est la raison pour laquelle il y a eu une évolution de nos pratiques coutumières. On s'est adapté. On s'est adapté aux questions, à ceux qui arrivaient. Peut-être qu'ils nous ont amené des bonnes choses, mais aussi des mauvaises choses aussi. Et on s'est adapté, quoi. Voilà, tous nos grands-pères, nos arrière-grands-pères se sont adaptés et ils ont intégré ces morceaux de tissu, ces manous. Voilà comment ça a évolué aujourd'hui. Et aujourd'hui, avant de repasser le micro à Emmanuel, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le renouveau aujourd'hui. C'est avec le tapas, c'est avec le... Parce qu'il faut croire, c'est que lorsqu'on parle de tapas ici dans ce pays, tout le monde croit que c'est l'affaire de ceux qui habitent la Polynésie. L'Océanie, non, mais nous, nos grands-pères, c'est une méconnaissance de l'histoire, hein. Nous, nos grands-pères, ils faisaient le tapas aussi. Peut-être que c'était pas plus beau que ceux que faisaient Wallis et Futuna ou Tahiti, mais nos grands-pères faisaient le tapas aussi. Voilà, mais aujourd'hui, on a remis, c'est grâce au travail que l'on fait au département, depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, qu'on a réussi à remettre le tabac et à redonner le sens, tout son sens, et à lui redonner la place qu'il occupait il y a 80 ans en arrière. Et je me réjouis aujourd'hui, je m'en félicite aujourd'hui parce que au fil du temps, mais on a arrivé à changer les mentalités. On a changé les mentalités, on a fini par accepter l'autre, quoi. Parce que cette coutume de bonjour, on va dire 100 ans en arrière, c'est nous qu'on se faisait tout seul. Et aujourd'hui, tout le monde le fait aujourd'hui d'ailleurs. Et je m'en félicite, je m'en réjouis, c'est des bons signes pour l'avenir après. Voilà, merci, et puis je vais passer la parole à Emmanuel. Bon. Je ne vais pas être très long, c'est juste pour conclure, hein, on l'a vu dans l'exposé qu'a présenté Yvon, hein, c'est complexe. Et c'est l'objet même de ce pourquoi on a voulu parler de ce geste de bonjour. C'est que ça dépasse simplement le fait de dire bonjour, 1000 francs, une étoffe. C'est quelque chose qui touche à la profondeur des hommes d'ici. Donc dans les évolutions, on a aussi une manière d'intégrer ce rapport-là à la coutume. Moi, j'ai mis cette photo parce que c'était aussi une manière de se dire que dans les références qui construisent notre pays, on se pose beaucoup de questions sur les drapeaux, on se pose beaucoup de questions sur 2018, le statut, etc. Et ça, c'est la politique, ça. Mais nous les gens, voilà, nous, quoi. On se construit parce qu'on se rencontre. Et j'ai laissé... La photographie, c'est Manuel Valls, le député Gomez, et puis les coutumiers de la foi avec un éleveur de la foi qui, à la venue de Manuel Valls, présente un geste. Un geste, et ce que j'ai trouvé intéressant dans cette photo, qui interroge tout ce qu'on vient de préciser en prélude, là, c'est que voilà une parcelle de notre identité, voilà une parcelle de nos signes identitaires qui est évoquée, parce que ce qui est le discours, c'est dire qui on est. Ce qui est l'étranger, on va dire entre guillemets, celui qui vient nous rencontrer dans cette photographie, c'est Manuel Valls. Lui vient de France, hein, et puis nous on est ici. Et celui qui parle sur ce geste de bonjour, c'est un éleveur de la foi. Il fait l'agriculture, il fait de l'élevage. Et
les gens qui sont autour, l'Assemblée, elle est constituée par des gens du pays. Et c'est en ce sens-là que enfin, nous, au moins, on a pensé notre exposé. C'était de se dire que l'initiation, la connaissance, la reconnaissance. Il faut qu'à un moment donné, on puisse se donner la chance de pouvoir aller au-devant des autres, les uns des autres. Et dans ce geste de bonjour, c'est un petit peu cette espérance-là qui est donnée de vouloir inscrire au moment où il rencontre Manuel Valls, et puis il donne les références qui font son identité à lui. Et c'est notre identité à nous. Hein. C'est parce qu'au final, c'est cette parcelle-là qui est présentée. Des étoffes, des provisions, et puis le fruit de la sueur, le fruit de notre travail. Mais ça n'a de sens que si au final, c'est véritablement pensé comme quelque chose que une passerelle, un lien, une corde que je lance à celui qui est en face de moi, pour tisser de nouveaux liens. Donc c'était un petit peu... c'est un petit peu ça. C'est aussi pour ça que j'ai laissé le terme en Khanatu. Alors moi, je vais prononcer en Khanatu, mais je ne suis pas Khanatu. Uchouere Cha Juan Mwando. Lieu où le clan s'est assis. Dans l'exposé, c'est présenté ici. Hein. Là, cette photographie, c'est lors de l'ouverture de l'exposition Kanak l'arrête une parole, lorsque les clans arrivent pour dire on va ouvrir cette exposition pour la livrer aux yeux des gens d'ici, les Calédoniens. Et donc c'est cette signification-là qui est portée parce que c'est les objets de la culture kanak qui reviennent et puis qui nourrissent les Kanaks, mais qui nourrissent tout le monde parce que c'est au final la hache ostensoir, comme les flèches fêtières, comme les gestes, ils participent de ce processus-là. Et c'est pour ça, c'est volontairement que j'ai laissé ce mot-là comme légende sur cette photo parce que ça participe aussi de ce même processus. Le moment où les familles calédoniennes s'inscrivent dans l'histoire du pays, en se disant, voilà, je reconnais ma place, je reconnais les gens qui sont autour de moi, et puis lorsque quelqu'un il arrive, je réunis mes alliés, je réunis les gens qui sont de ma famille pour accueillir celui qui entre dans ma maison. Donc c'est un peu cette parole-là aussi que nous, on partage dans les écoles, parce que c'est un processus qui se construit et puis qui se nourrit justement de cette altérité-là. Ça part du principe de reconnaissance de la coutume kanak, inscrit dans les accords politiques. Moi, j'ai mis des dates là, mais c'est vraiment très, très, très général. Dans le préambule aussi, la légitimité, le préambule de l'accord de Nouméa, légitimité des Kanaks en tant qu'autochtones, légitimité aussi des nouvelles populations. Il y a un certain nombre de choses qui sont inscrites, Conseil consultatif coutumier en 88, accord de Matignon, le rôle des assesseurs, le rôle de l'ADCK, le rôle de l'ADRAF aussi, pour le rapport à la terre, et puis après un certain nombre d'institutions, d'établissements publics qui sont réalisés, qui sont construits ensuite. Mais je pense que, bon voilà, nous, à notre niveau, on essaye de mettre en place ces notions de vivre ensemble. Alors peut-être que c'est une forme qui est imparfaite, parce qu'on pourrait dire que c'est l'institutionnalisation d'un geste qui est le geste du quotidien, mais certainement qu'à un moment donné, si on ne prend pas notre part de responsabilité, ou si on ne s'attache pas, nous, les Calédoniens qui sommes, je pense, des gens responsables dans les institutions ou dans notre quotidien, on ne participe pas à ce processus de construction identitaire, on ne peut pas refonder du lien. Il y a l'histoire des événements qui a laissé des traces, l'histoire de la colonisation qui a laissé des traces, et puis il y a l'histoire récente de 88 à 98, dans laquelle nous tous, on s'engage résolument dans ce processus-là qui est celui de construire un pays avec ses propres... enrichi de son histoire. Donc c'est là un peu notre forme de conclusion, hein, si on peut dire qu'on va conclure, même si c'est pas définitif. L'idée, c'est refonder le lien social et puis d'inscrire la place de
des nouveaux rapports entre les communautés qui seraient détachés complètement, enfin je ne veux pas dire détachés, mais faire le deuil du système colonial, faire le deuil de l'ancien monde, et puis s'attacher à construire des références qui sont partagées par tous. Et bon, là, c'est le dernier mot, c'est celui qu'on a mis au dernier, les deux avant-derniers tirés, le respect des identités partagées, transmission des valeurs communes, une identité multiple, une histoire commune, un espace commun, une manière de se parler, puisque, bon, là, on parle en français, mais le parler locaux, quand on dit faire la coutume, tout le monde comprend. Donc, c'est un petit peu ces stratégies-là que la société, elle construit, et puis pour lesquelles, nous, aujourd'hui, on a voulu partager avec vous, parce que par la porte d'entrée qui était celle de construire un discours autour de la coutume, le geste de bonjour, c'est celui qui nous permet d'ouvrir la porte de ces identités-là multiples, parce que c'est quelque chose qu'il faut absolument partager et ne pas avoir peur, ne pas avoir peur de partager son histoire, il faut la dire. Donc voilà un peu la conclusion. Merci. On a trop parlé, Bien, merci Emmanuel, merci Yvon. Est maintenant venu le temps des échanges, donc si vous avez quelques questions à poser, n'hésitez pas, vous avez un micro de part et d'autre de la salle. Oui, bonsoir, je suis Madame Jean de la mairie de Bourail. J'ai vu au fil de votre présentation qu'il est souvent, de coutume, on va dire, que les choses se font par nombre pair. Par exemple, le geste de bonjour, ils sont 2. La monnaie pour demander pour le mariage, ils sont 4. Je voudrais savoir si le fait que les assesseurs coutumiers qui siègent dans les juridictions civiles coutumières par 2, par 4 ou par 6, ça a un lien avec ça. Ah, je vous pose une colle, hein. Je ne suis pas venue de Bourail pour rien, hein. Ça, oui. Je pense, parce que comme ce sont des assesseurs coutumiers, ça doit avoir un lien, automatiquement. Comment on va dire? Bonne question. Déjà, bravo. Bah, j'ai fait le colloque sur la coutume dans le droit calédonien, alors ça m'intéresse beaucoup. Moi par rapport à le principe de base, c'est que l'échange, ça se fait par 2. On ne peut pas échanger tout seul. Enfin, si, on peut, mais... Pour présenter le geste, ils sont 2, le geste de bonjour. Oui. Pour la monnaie, pour accueillir l'allée centrale pour la mariée, en milieu humide, en milieu sec, et puis je ne sais plus ce que c'est que la 4e. Il y avait 4 monnaies. Ça, c'est encore en nombre pair. Je pense que le fait d'avoir des assesseurs coutumiers, au moins 2, 4, 6, mais c'est toujours par nombre pair. Déjà, il y a un principe... moi, je ne vais pas... Je dirais qu'il y a aussi une pragmatique qu'il faut prendre en compte, c'est que les aires coutumières, elles sont partagées sur les 2 côtes, côte est, côte ouest, et puis que du coup, l'organisation le fonctionnement qui régit les aires coutumières sur lequel l'officier public, là, il est amené à enregistrer. Non, ce n'est pas un OPC, c'est un assesseur, ça, c'est pas pareil. Un assesseur, c'est aussi rattaché à ce... L'OPC, il n'est pas fonctionnaire, l'assesseur est fonctionnaire. Donc c'est aussi rattaché à ce découpage-là. Je pense que ça doit être de ce fait-là. Par contre, après, on a parlé du geste de pardon. Je suis aussi présidente d'un club de 3e âge. Il m'est arrivé de faire une sortie en tribu, d'avoir un pépé de 93 ans qui est allé s'asseoir avant qu'on ait fait le geste de bonjour. J'ai dû faire d'abord le geste de pardon et après le geste de bonjour. Il y a aussi en cas d'adoption, quand pour des gens qui sont en union libre, le papa veut adopter l'enfant qu'il a eu en union libre avec une autre dame, il doit faire le geste de pardon au clan utérin avant de faire le geste d'adoption.
C'est normal, c'est comme ça que ça se passe. Après, j'ai vu aussi que dans vos dates, où vous avez noté toutes les dates, vous en avez oublié une, mais ce n'est pas forcément identitaire, hein, parce que là, vous parlez d'identité. Mais il a été mis en place le 30 août 2013, le Fonds de garantie en terre coutumière, auquel je siège, mais je n'ai que voix consultative, qui garantit, c'est la règle des 4 I, là, incessible, incommutable, insaisissable, et puis je ne sais quoi, qui interdit de saisir un bien qu'on aurait construit sur les terres coutumières. Et là, nous, en tant qu'institution, on n'a que voix consultative, mais c'est très intéressant de savoir pourquoi ça a été mis en place, comment ça fonctionne, comment c'est attribué, et tout, c'est passionnant. Après, vous dites qu'on a salle comble ce soir. Quand j'ai assisté au colloque sur la coutume et le droit calédonien, déjà le droit calédonien, ça m'a interpellée parce que j'ai dit on n'a pas de code civil calédonien. Ce sont des lois de pays qui sont, quand il y a carence, on se réfère aussi au code métropolitain. Et c'est très intéressant. Et quand je suis repartie sur Bois, je me suis dit, pour l'institution, qu'est-ce que ça va m'apporter ? Mais quand on parle de destin commun, de vivre ensemble, on ne peut pas ignorer le peuple premier, ses coutumes et ses us et coutumes. Parce que pour mieux vivre ensemble, il faut mieux se connaître. Merci. Là, nous, on a juste pris l'exemple du geste de bonjour. Hein. C'est parce que le choix, il découle directement de ce que j'expliquais au début. Hein. C'est les questions qu'on nous pose, nous, dans les écoles. C'est les questions que les instituts nous posent. C'est les questions que les nouveaux personnels, je ne sais pas, les aides-soignants, ils nous posent. C'est quoi la coutume, comment on fait, etc. Et donc, du coup, on s'est dit, s'il y a tant de gens qui se posent ces questions, peut-être qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait quelqu'un qui donne quelque chose, quoi. Donc, peut-être que c'est une ébauche, hein, mais en tout cas, hein, moi, je dis, enfin, nous, ça découle directement de nos discussions au département. C'est la première chose que l'on apprend quand on est garçon, fille, même les petits Calédoniens, les petits copains de mon fils, c'est la première chose qu'on est amené à faire. Qu'on soit ici, qu'on soit en France, qu'on fasse des études, qu'on soit en prison, cette notion-là, c'est la notion première du savoir écouter quelqu'un, savoir s'adresser à quelqu'un, et puis le traduire par quelque chose que l'on donne. Je vais donner un autre exemple. Là, on a pris une grande partie des visuels qui sont pris ici, présentés dans l'exposition, et puis le diaporama qu'on a fait au début, c'est tiré du travail qu'a fait Sébastien Lebeg dans l'exposition sur la coutume kanak. Et l'idée d'expliquer la coutume, nous, on ne peut pas expliquer la coutume en posant des exemples. Et le premier exemple pour nous qui était important à comprendre, puisque c'est sur celui-là que se repose tout le reste, c'est celui dans lequel l'architecture de l'échange il est posé. Deux individus qui se font face, deux groupes, un qui parle, un qui écoute, et puis pas de téléphone, on dit qui on est, on dit ce qu'on vient faire, et puis cette notion-là peut-être c'est des notions qui sont les notions des peuples anciens, mais apprendre à écouter les autres, c'est tellement riche, mais aujourd'hui, peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui parlent, peut-être qu'il y a beaucoup de réseaux sociaux, peut-être que les modalités sous lesquelles notre parole elle est transmise, parfois c'est un peu diffus, on n'arrive pas à appréhender ce que c'est l'identité kanak, ce que c'est l'identité calédonienne, ce que c'est...
Donc c'est pour ça qu'on a voulu le poser par ce geste qui est vraiment très simple, que chacun d'entre nous certainement a dû faire à un moment ou à un autre. Et puis, ben voilà, c'est juste la première marche. Après, il y a d'autres marches à construire, mais au moins qu'on puisse, chacun d'entre nous, comprendre ce qu'il y a à l'intérieur des gestes de la coutume, c'est déjà comprendre ce que c'est de se dire bonjour. Bonsoir. J'avais une question sur le rôle de l'homme et le rôle de la femme. Quand est-ce que c'est plus... je suis tout en haut. Je sais pas. Quand est-ce que c'est plus à l'homme de faire la coutume? Est-ce qu'il y a des moments aussi où c'est à la femme de le faire dans la tribu? Et ensuite, une autre question, c'est-à-dire, je vais parler pour moi, en allant en tribu à Yengen, j'ai laissé faire mon mari. Est-ce que moi, j'aurais pu faire la coutume ou est-ce que ça revient aussi à mon mari? Merci. J'ai pris l'exemple de la case lors de l'explication que j'ai donnée. Chacun a sa fonction. Chaque poteau représente un clan. Ce sont des fonctions qui nous ont été attribuées par celles et ceux qui ont fait que nous sommes des hommes et des femmes debout aujourd'hui. Pour ce qui concerne le partage dont vous évoquez, là, normalement, la tâche de cette présentation de bonjour revient toujours à l'homme. Hein. C'est l'homme qui présente ce geste de bonjour. On a déjà des rôles bien définis. On a déjà des rôles bien définis par ceux qui nous ont précédés. On ne peut pas demander aujourd'hui peut-être que l'on dépasse un peu les limites aujourd'hui, mais il serait bon de recentrer ceux qu'on nous a légués. Aujourd'hui, il y a des barrières qui sont franchies, il y a des limites qui sont franchies aujourd'hui. C'est peut-être à cause de la mondialisation, c'est peut-être à cause de ceux qui nous arrivent de l'extérieur, mais au départ, il y a des choses qui nous ont été bien définies, par exemple. Pourquoi la femme ne doit pas passer devant la grande chefferie, pourquoi on doit passer devant quelqu'un puis on passe le dos courbé. Aujourd'hui, on passe comme si on était un debout, on était touraine, on se croirait qu'on était un poteau. Mais normalement, quand tu passes devant des vieux qui sont beaucoup plus âgés que toi, on se courbe, voilà. Ça, c'est déjà bien défini au départ, le rôle de chacun. Peut-être pour compléter ce que dit Yvon, les femmes font la coutume aussi. Hein. Oui, c'est... Il y a la règle, et puis après il y a la théorie, et puis après il y a la réalité. La réalité, c'est des étudiantes qui rentrent, qui vont, je sais pas, il y a une soirée chez quelqu'un, ils amènent quelque chose, quoi. Et puis elles parlent, elles font la coutume. C'est pour ça que le geste du bonjour, là, c'est tout le monde. Hein. C'est pas les vieux, les jeunes, les petits, les gros, les maigres. Voilà. Bonsoir. Je voudrais poser ma question. Je voudrais poser ma question. Comment il s'appelle? Yvon. C'est ce que tu nous disais tout à l'heure à propos des 4 thèmes par rapport à la nièce. Oui, les 4 monnaies. Oui, les 4 monnaies, pardon. Ouais. Je t'écoutais parler de temps, mais je n'ai pas bien compris le sens. Ça, c'est une coutume que l'oncle maternel, parce que quand on fait les cérémonies de mariage, ça se passe que
tout le monde, on fait la même chose, à partir de Yaté jusqu'à Mbelep. C'est l'oncle maternel qui est debout. Et c'est l'oncle maternel qui va dire à sa nièce de partir. Hein? Il va dire à sa nièce de partir. Et pour faire partir sa nièce, il va demander l'autorisation au clan de son époux, demander l'autorisation au clan de son époux que sa nièce va s'installer chez eux, quoi, avant que sa nièce ne parte, quoi. C'est là, c'est à la maison, quoi. Parce que le clan de l'époux, ils viennent à la maison de la fille, chercher la fille à la maison. Et la fille, elle est d'accord avec son père et sa mère, quoi. Il n'est pas d'accord chez son époux, quoi. Et l'oncle maternel, il va mettre les 4 monnaies pour demander l'autorisation à sa nièce, avant que cette dernière ne s'installe chez eux, demander déjà l'autorisation de marcher sur les allées centrales, de marcher dans les endroits humides, de marcher dans les endroits secs, la 3e monnaie. Et la dernière monnaie, 4, c'est celle que l'oncle maternel, le jour où on a décidé de partir, ou quelqu'un a décidé de partir, et c'est cette monnaie-là qui revient à l'oncle maternel. C'est ça l'explication des 4 monnaies. Là. Oui, ça se passe, voilà. Ouais, c'est à Canada, ouais. Oui, Canada, ouais. Oui, Canada, ouais. Moi, tout ce que j'ai développé, ça concerne Canada. J'ai bien défini les zones un peu sur Web, Kwawa, la zone définie, là, que je vous ai définie. Voilà. Canala, Tio, sur la côte est, Kwawa, ça fait limite avec Wailou. On a Mbolo Paris sur la côte ouest, La Foi, Saramea et Farino. Voilà, ça regroupe. Bonsoir. Voilà, je vous remercie pour votre exposé. Donc, ma question était, est-ce qu'il y a chez les jeunes générations, actuellement, une perte des valeurs de cette coutume kanak? Parce que c'est vrai que j'ai écouté votre exposé qui est merveilleux, je veux dire. Vous parlez de respect, d'humilité, non mais je veux dire des valeurs humanistes. Et on se pose la question, si vous voulez, il y a un paradoxe, vous me comprenez. Et pourquoi ces jeunes générations, donc, qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il? Comment vous analysez la chose? Comment vous voyez ça? Ouais, ma question est claire, oui. Ma question est claire, oui. Oui, c'est clair, c'est bon. Comment on va répondre? Il y a une perte de valeur, c'est comment? L'oubli, ça fait partie du processus, hein? On est d'accord? Parce que si vous avez regardé les choses qui sont présentées, c'est certainement pas les choses que James Cook a trouvées en arrivant ici. Et donc, par là, je veux dire que la recomposition, elle fait partie du processus. C'est pour ça qu'on a des pièces d'étoffe qui viennent certainement de Chine ou de je ne sais pas où. On a des billets de 1000 francs. On a de la laine, voilà, il y a plein de choses qui sont données. Et puis maintenant, on a aussi de nouveaux groupes qui intègrent aussi dans leurs habitudes cette manière de faire. Donc les références, elles évoluent aussi avec la société qui les porte. Et je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Et si l'on transpose si on fait la même chose en France, c'est pareil aussi. Les années 50, ce n'est pas les années 2000, ça ne sera pas les années 2100. Et donc, la perte de référence, elle évolue aussi du fait qu'on est confronté à de nouveaux groupes, à de nouvelles manières de faire, à de nouveaux besoins qui s'expriment et pour lesquels la place de la coutume, elle est pas forcément prise en compte. Et donc, la place de la coutume, elle est inscrite
au cœur de ce qui est les espaces de la tradition. Je disais qu'on fait la coutume aussi dans les bâtiments, en ville, en boîte de nuit tout à l'heure, je donnais l'exemple. Mais les références qui sont rattachées à ces gestes de bonjour, à ces représentations, elles n'ont de sens que s'il y a quelqu'un qui les explique à un moment donné. Peut-être le vide ou le manque, il est à ce moment-là. Et dans les exemples que je donnais tout à l'heure, il faut aussi se dire que notre société, là, c'est 88, hein. 88. La reconnaissance, c'est un argument politique de reconnaissance. Avant, il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Et donc, c'est aussi pour dire que cette histoire-là d'asseoir ce propos-là autour des références des valeurs, il n'a de sens que si les valeurs sont partagées. C'est aussi ça l'enjeu de la société qu'on est en train de construire. Tout ça, c'est voulu par la politique, c'est voulu parce que les gens d'ici, à un moment donné, ils ont estimé que c'était indispensable de créer des établissements publics, que c'était indispensable de créer des passerelles vers cette société, parce que cette société, elle était complètement, comment on va dire, oui, elle était un petit peu transparente, quoi. Déstructurée. Et les modèles que l'on projette sur nos jeunes aujourd'hui, ce pas les modèles qui sont les modèles de réussite dans la société kanak, hein. C'est des modèles qui sont de réussite dans un monde moderne, avec un certain niveau de confort, avec des téléphones, avec des voitures. Et donc ça participe aussi de cette temporalité-là, hein, d'inscrire dans le temps quelque chose qui forcément met du temps, quoi, hein. Et enfin, quand moi je suis né, ça n'existait pas, les conseils coutumiers. Hein. Ça n'existait pas la DCK, ça n'existait pas les assesseurs, ça n'existait pas le projet éducatif calédonien, tout ça, ça n'existait pas. Donc c'est quelque chose qui se construit, qui nécessite à un moment donné d'être partagé pour être appréhendé aussi du fait que ce n'est pas une affaire qui concerne les Kanaks uniquement. C'est une affaire qui concerne les habitants de ce pays. C'est peut-être de cette manière-là que je pourrais répondre, mais même si c'est une réponse qui peut paraître insatisfaisante, mais c'est un processus qui doit se construire et puis qui certainement, comme les réponses, elles n'arrivent pas tout de suite, il y a de la casse. Moi, j'interviens au COINS, là-bas, dans le quartier des mineurs. 100% c'est des Kanaks. Hein. 100% c'est des Kanaks et ils ne connaissent pas la coutume. Hein. Ils connaissent pas. Je pense qu'ils connaissent juste dire bonjour. Mais pourquoi ils ne la connaissent pas? Mais parce que, voilà, justement, il y a ce fossé. Si l'école projette sur vous des représentations qui vont faire de vos propres, ce qu'on vous donne ou ce que vous voyez des cases, quelque chose qui n'est pas valorisé, vous allez vouloir accéder à ces modèles de représentation et puis on n'a pas les moyens et puis on ne parle pas bien le français et puis on n'a pas envie d'aller à l'école parce que notre identité n'est pas prise en compte. Oui, vous voulez dire que c'est parce que le monde de kanak n'est pas assez reconnu, parce que si vous voulez, dans les familles, dans les tribus, etc., donc il y a encore donc, la coutume, je dirais, elle est encore présente. Mais en fait, moi, je dis simplement qu'il ne faut pas penser que la culture kanak, c'est dans les tribus. La culture kanak, c'est partout. Et du coup, ce partout-là, il nécessite aussi que partout, à un moment donné, on puisse prendre en compte ces réalités-là. Hein. Oui, mais vous pensez qu'elle n'est pas assez reconnue, donc c'est pour ça que vous travaillez dans les milieux scolaires. En fait, oui. C'est ça, surtout, la solution, je voulais dire. C'est une tentative de réponse, hein, mais oui. Si on transpose le modèle de manière inverse et puis que demain je place la culture française dans les mêmes niveaux que je représente la culture kanak aujourd'hui, ça serait beaucoup plus difficile. Parce que j'imposerai aux autres de parler ma langue, j'imposerai mon système de référence, mes dieux, mes croyances, mon système politique, mon modèle d'éducation. D'accord ? Oui, tout à fait.
Il y a une histoire qu'on raconte chez nous, c'est une histoire de... On a un peu de temps là, ça y est, là maintenant, vous ne pouvez plus partir, maintenant les autres sont partis. Non, c'est les juste meilleurs sont restés. pour faire le chemin dans la tête. Il y a deux animaux, là, c'est une histoire qui vient de Caravac, c'est dans la vallée. Deux animaux qui décident de faire une case. On va dire que c'est nous là. Il y a Bouek et puis Boaolé, c'est la roussette et puis l'aigle. Et puis c'est l'aigle qui vient voir la roussette, il dit on va faire une case pour nous deux. Et puis l'autre il dit Elon, allez, on va faire. Ils se mettent en route, ils cheminent, ils vont collecter les matériaux dans la forêt, des poteaux, des lianes, tout quoi, des pots de niaoli. Et puis ils descendent. Et puis en redescendant vers l'endroit où ils ont décidé de construire l'édifice, la buse, elle décide de dire hey, moi je suis un peu fatigué, je vais prendre un peu l'air, quoi. Dans la langue, on dit penahimodan. Ça veut dire il pose ses ailes dans le vent. Puis il va tourner jusqu'au récif, en bas, au bord de mer. Caravac, c'est 20 km dans la vallée, hein. C'est la montagne. Hein. C'est partout, vous ne voyez pas ce qu'il y a derrière, c'est des montagnes. Et puis l'autre, il descend, il va tourner jusqu'au îlot, il voit les gens se baigner. Hein. Pendant ce temps, la roussette construit sa maison, et puis fait les poteaux, elle met le poteau central, elle met les poteaux du tour, la panne sablière, la charpente, puis elle commence à couvrir avec les pots de niaoli, avec la paille. Puis quand elle a fini de couvrir l'édifice, elle fait du feu dans la case. Le feu tout à l'heure, vous vous souvenez? Et puis quand elle commence à faire du feu, ça y est, voilà le mauvais temps qui se lève. Et puis celui qui est parti se promener là, il sent que l'air il se rafraîchit. Et puis il y a le cyclone qui se lève, il voit l'inondation, il décide de remonter. Et puis en remontant, il dit je vais aller voir si notre case elle est terminée. Et puis voilà, il arrive, et puis il descend, il pique vers la case. Parce que voilà, le cyclone, il est là. Et puis il appelle son compagnon, Bouek. Boueko, ouvre la porte de la maison. Je ouvre parce que sinon je vais mourir de froid. Il appelle une première fois. Et puis la roussette chauffe ses pieds comme ça au feu. Pas de réponse. Deuxième fois, Boueko, ouvre la porte. L'autre, il te tourne, met son dos, il chauffe son dos. Troisième fois, Boueko, et puis pas de réponse. La fin de l'histoire, c'est qu'il va derrière la case et il meurt. Magnifique. Ça, c'est pas Walt Disney, ça, c'est pas Vaiana. Merci. Super l'histoire, mais c'est comme ce qu'on est en train de dire là. Imaginez que je sois à l'intérieur de la case ou que vous soyez à l'intérieur de la case. La question, c'est pas d'être à l'intérieur ou d'être à l'extérieur, c'est de savoir elle est où la porte. À quel moment je me suis mis à la place de l'autre. À quel moment je... D'accord? Vous savez où elle est la porte? Il y a des gens qui savent cette histoire-là, qui connaissent. Hein? Oui, bon, ben voilà. La porte, c'est en haut. La roussette, elle vit à l'envers. Elle est frugivore. Boaolé, la buse, c'est un rapace. C'est deux animaux de même classe, de même statut, sauf que l'un est rapace, l'autre est frugivore. L'un vit la tête en bas, l'autre il vit la tête comme nous. C'est un peu comme les Kanaks avec les Européens, avec les Javanais, avec tout le monde. Mais si on se décide de construire une case, ça veut dire qu'à un moment donné, on est capable aussi de se mettre à la place des autres. Voilà.